Salut à tous, c'est Voxa. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors sur le thème de l'IA. Ici, j'ai trouvé une vidéo assez intéressante qui se trouve sur le site de IBM, donc source assez intéressante, qui explique la différence entre l'IA traditionnelle et l'IA générative. Alors, est-ce que vous ne savez pas ce que c'est? Bah écoutez, moi non plus. Donc, j'aime assez bien parler de tout ce qui est à l'IA au niveau de technologie. Donc, je me suis dit pourquoi pas en apprendre plus sur le sujet. Donc, n'hésitez pas si vous saviez tout ce qu'on va voir ici dans la vidéo. C'est une vidéo assez courte, assez pédagogique apparemment. Donc, ça va être assez court, mais ça va être assez explicatif de manière assez simple normalement. Donc, voilà, c'est pour ceux qui s'y connaissent peut-être plus ou autres, vous pourriez peut-être rajouter des informations complémentaires dans les commentaires. Et voilà, débattre par rapport à ça. Et si ça vous intéresse, on pourrait voir à faire peut-être un live et en discuter. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça dit. C'est parti. Comme son nom l'indique, l'IA générative est capable de générer à la demande des données, des chiffres, des séries temporelles, des sons, des images, voire des vidéos, alors que l'IA dite traditionnelle regroupe, classifie les données afin de les analyser et éventuellement d'en tirer des prédictions quant à leur évolution. Ok. Donc bon, déjà sur cette introduction-là, on pourrait se dire donc du coup que l'IA générative va vraiment avoir cette capacité à en fait créer. Il y a vraiment ce côté de création, de d'amener à quelque chose, de prendre des éléments, de créer quelque chose en plus en prenant différents éléments à gauche à droite et de créer quelque chose par rapport à ça. Alors que l'IA classique, on va dire, l'IA traditionnelle, elle, ça va plus être cette capacité, comme on s'y attend normalement de l'IA, à pouvoir analyser des données, une grande quantité d'informations. euh, mais sans forcément générer quelque chose, quoi. Bah, j'imagine que ça peut être le cas avec, enfin, oui, peut-être tout ce qui est correction orthographique, même analyse donc des visages des personnes ou quoi. Ça va rien générer à proprement parler, ça va juste analyser des données comme ça. Donc cette capacité à analyser et à interpréter une grande quantité d'informations, alors que l'IA générative, elle va vraiment avoir cette possibilité de pouvoir reprendre des informations et en même temps de pouvoir créer quelque chose par rapport à ça. Ce qu'on voit un peu avec les chatbox et tout ça, si je ne m'abuse, ChatGPT, Claude AI, ce genre de choses, Copilot, Gemini ou quoi, où eux, ils ont cette capacité à générer du texte, à générer des images, à générer des vidéos, ce qui définit bien du coup l'IA générative. L'IA classique est bien adaptée aux travaux d'analyse de données. Elle s'appuie exclusivement sur la data pour fournir les recommandations. Elle se veut plus déterministe, là où l'IA générative est plus créative. Ouais, ok. Ouais, donc du coup, l'IA traditionnelle, ouais, comme dit, elle est plus déterminée, donc on sait un peu vers où elle va aller en gros. Elle va générer une quantité d'informations et on sait un peu vers où elle va aller. On ne sait pas la réponse forcément, mais on sait vers dans quel sens elle va. Alors que l'IA générative, elle va vraiment créer quelque chose, voilà, sur base de données bien précises, mais on ne va pas forcément savoir ce qu'elle va créer. Si vous demandez à l'IA de générer une image avec quelques informations, tout ça, enfin là, vous pourriez être tout aussi surpris du résultat qui va être donné. Parce que voilà, on ne sait pas se mettre à la place de l'IA, savoir un peu comme vous, si je vous demandais de dessiner quelque chose ou quoi sur un thème, bah vous, voilà, je ne vais pas savoir en avance exactement ce que vous allez dessiner, je vais savoir le thème, le contexte, mais je ne vais pas vraiment savoir me dire, ah bah tiens, il a mis je vais pas savoir à l'avance quel est tel élément bien précis vous allez mettre à gauche, à droite, ce qui, du coup amène vraiment l'IA générative à vraiment avoir ce côté, bah, c'est ce qu'on attend dans l'IA, de se dire, de pouvoir reproduire l'intelligence humaine en fait. Donc ce que l'humain est capable de faire, l'IA est censée être capable de le faire aussi. Donc ici, l'IA générative est vraiment pensé à ça, dans ce côté de création et d'imaginaire, en tout cas, d'avoir cette capacité à imaginer des choses, à créer de nouvelles choses sur base de données comme l'humain le ferait. Cette dernière peut aussi sortir des sentiers battus pour fournir des corrélations allant au-delà des données de base. Ok, donc ça, il reste ce côté de, ouais, comme je le dis, vraiment de créer des corrélations, de pouvoir aller au-delà
des données qu'on a données à l'origine. Donc du coup, ils vont vraiment avoir cette capacité à prendre les données et à interpréter de nouvelles choses et de là à générer quelque chose, qui va en plus que les données qu'on lui a données à la base. Bah, en ce qui concerne l'IA générative, peut-elle remplacer l'IA traditionnelle au sein des entreprises? Bah, vu comme ça, avant même qu'il y ait des explications, c'est vrai que bah, j'aurais tendance à dire que oui. Bon, déjà, ça dépend un peu de l'entreprise que vous avez, mais imaginons vous êtes justement dans un secteur créatif. Bah, oui, hein, j'imagine qu'une boîte, je sais pas, de marketing ou dans le domaine de l'art ou je ne sais pas, heu, bah, voilà, entre de l'IA, traditionnelle qui vont bien les aider aussi, je ne dis pas, mais qui va être plus entre guillemets «plat», bah, l'IA générative pourrait aider et accompagner les créatifs justement humains à penser à des choses auxquelles eux n'auraient pas pensé ou à venir apporter des détails et tout ça, donc oui. Après bon, en fonction, du type d'entreprise dans quel secteur vous êtes, oui, ça pourrait avoir plus d'impact que l'IA traditionnelle. Comme je l'indiquais précédemment, utiliser l'IA générative pour transformer, classifier, analyser et interpréter les données est moins pertinente. Le machine learning sera bien plus efficace ici. En revanche, on peut l'utiliser en aval de ses travaux d'analyse, par exemple pour générer un résumé du rapport issu d'un moteur. Ah oui, oui, voilà. Donc du coup, le machine learning que je déduis être du coup bien l'IA traditionnelle, bah, voilà, tu vas pas utiliser une IA générative, une IA qui a les capacités de pouvoir générer de nouvelles choses pour faire au final le travail d'une IA traditionnelle. Donc là, ce serait pas optimal. Par contre, tu peux utiliser les données issues du moteur de machine learning pour après utiliser ton IA générative pour créer, comme il dit, De machine learning. Mais l'IA son rapport résumé là. Donc il y a vraiment ce côté de chaque type d'IA aurait telle fonction de travail. générative peut être amenée à remplacer l'IA traditionnelle dans certains secteurs. Dans le cadre du traitement du langage naturel ou de l'analyse de sentiments, l'utilisation de l'IA générative permet ainsi d'accélérer grandement les développements avec à la clé de meilleurs résultats. Ouais. Ouais, donc comme on disait tantôt, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment ce côté, ça va dépendre vraiment du secteur dans lequel tu vas travailler. Bah là, du coup, oui, l'IA générative va vraiment avoir toute sa place et l'IA traditionnelle ne sera plus vraiment d'aucune utilité. L'IA générative s'appuie sur des modèles qui lui apportent une certaine capacité à comprendre une certaine sémantique de la donnée. C'est une approche exigeante en calcul, que ce soit lors de l'entraînement du modèle ou de son utilisation. L'IA traditionnelle est pour sa part bien moins gourmande en ressources et proposera souvent un meilleur retour sur investissement. C'est essentiel de penser le Ouais, donc il y a vraiment ce côté de se dire, faut vraiment se dire, ok, j'ai tel travail à faire, j'ai besoin d'aide dans une certaine mesure, soit j'utilise de l'IA traditionnelle, soit j'utilise de l'IA générative et de faire attention de ne pas se retrouver à utiliser de l'IA générative qui apparemment génère beaucoup plus de consomme beaucoup plus d'énergie et plus coûteuse pour un travail qu'une IA traditionnelle qui va être moins énergivore pourrait être capable de faire. Donc il faut vraiment penser comme il dit, il est essentiel de penser le cas d'usage de bout en bout. cas d'usage de bout en bout. Pour la prédiction de trésorerie, par exemple, le déchiffrage des données sera confié à des outils d'analyse traditionnels. Un moteur de machine learning se chargera du prédictif. Oui, voilà, c'est ça, pour ce genre de travail, de prévision, de trésorerie, tout ça, ben, un moteur de machine learning se chargera du prédictif. Enfin, l'IA générative pourra intervenir pour éventuellement résumer ou engager avec ses résultats, voire même, comme je le disais, générer des nouveaux Ouais, des nouveaux scénarios. Donc du coup, il y a vraiment ce côté, soit on peut utiliser l'un ou l'autre en fonction de ton secteur, de tes besoins, tout ça, tu te dis non, j'ai juste besoin d'une IA traditionnelle ou non, j'ai juste besoin d'une IA générative. Ben, dans certaines mesures, encore une fois, il faudrait voir au niveau de votre entreprise, si bon, déjà vous en avez les moyens, tout ça, mais les besoins, bah, de se dire alors à ce moment-là, je prends les 2 et je les utilise au bon moment pour la bonne chose, quoi, pour le bon travail, pour la bonne mission. scénarios. Pour ce cas d'usage, par exemple, il est hors de question d'utiliser l'IA générative sur toute la chaîne. Il n'interviendra que sur 20% de cette chaîne. Ouais, voilà, c'est ça, il y a vraiment ce côté de se dire: «Je dois vraiment arriver à me dire: "Allez, pour ça j'en ai besoin, pour ça j'en ai pas besoin, pour ça j'en ai besoin, pour ça j'en ai pas besoin. Là j'ai besoin d'aucun des 2, pour celui-là j'ai besoin des 2. Donc en soi c'est quand même du boulot. Donc en soi, il y a beaucoup de boulot en amont, mais une fois que voilà, tu es lancé, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu fais, ça peut vraiment aider une entreprise, à bien,
à bien exploiter le domaine de l'IA et que ça amène vraiment une plus-value dans son entreprise. Bah, c'est un peu aussi, même pour un particulier, enfin, il y a un peu cette côté, bon voilà, pour ceux qui utilisent les chatbox tels ChatGPT, Claude AI, Copilot, Gemini, ce genre de choses. Bah, il y a vraiment ce côté, ça vous est peut-être déjà arrivé de réfléchir et de vous dire: «Bon allez, est-ce que la version gratuite, bah, c'est bien, mais j'ai pas le dernier modèle et tout ça, c'est pas aussi rapide, je suis limité dans les questions que je peux poser, tout ça, dans les générations d'images, de vidéos, tout ça. Ou est-ce que je prends, du coup, est-ce que je prends la version payante? Ou alors est-ce que vous vous êtes dit: «Bah non, OK, je suis un peu limité, avec la version gratuite, j'ai pas le dernier modèle, mis à jour et tout ça, mais au moins, bah, c'est suffisant pour ce que j'ai de temps en temps, pour ceux qui posent 1 ou 2 questions par semaine ou enfin certains même peut-être plusieurs par jour, peu importe». Et de se dire: «Bah voilà, moi pour les questions que je pose, c'est pas des trucs vraiment très, très, poussés, donc du coup, aucun intérêt de prendre de prendre un abonnement et à l'inverse, il y en a certains qui vont se dire: «Ah bah non, moi, que ce soit dans le boulot, même en indépendant, du coup, on pourrait revenir à ça, sans vraiment prendre une IA vraiment spécialisée dans l'entreprise, bah, vous pourrez très bien prendre un ChatGPT ou un Claude AI et prendre la version payante et l'inclure dans votre société et là, l'utiliser dans le cadre de votre travail, sans bon, voilà, mettre de données sensibles ou quoi, mais pour vous aider dans votre travail, bah, ça peut être vraiment intéressant là de vous dire: «Bah oui, là, dans ce cadre-là, j'ai besoin d'une machine quoi, vraiment, concrète, dans mon travail». Je dois pas me dire: «Ah bah non, là, je travaille, je suis limité dans le nombre de questions que je vais poser». Bah non, il faut vraiment de se dire: «Non, je dois être illimité», donc du coup, la version payante serait intéressant et pour quelqu'un même, en tant que particulier normal dans le privé, bah voilà, si même pour une passion, quelque chose ainsi, pour des choses peut-être plus techniques, bah, il se dit: «Bah non, moi c'est vrai que la version payante elle m'est utile quoi et donc du coup, bah, c'est un coût que voilà, quelqu'un pourrait se dire: «Ah bah non, je suis prêt à le payer parce que vraiment ça m'aide même pas forcément au quotidien, mais même occasionnellement, quand voilà, vous faites votre passion, je sais pas moi, un travail, sur quel un domaine qui vous plaît, bah, vous pouvez dire même si c'est une fois semaine, bah, là je suis vraiment content de me dire que j'ai mon abonnement IA quoi». Après, bah, il y a quand même sur le côté, même si c'est pas lié à votre passion ou quoi, de temps en temps que poser des questions, bah, là vous vous dites: «Bah, je suis jamais bloqué dans si je dois générer une image, ce genre de choses». Je sais que j'avais déjà voulu, faire en envoyer une photo pour, montrer, voilà, des câbles ou des choses ainsi pour m'aider par rapport à quel, type de câble j'ai besoin par rapport à telle problématique. Bah, c'est sûr que tu es vite limité, quoi. Après le ChatGPT te dit que tu plus que quelques questions à poser, ce genre de choses, sinon tu redescends la version d'en dessous ou alors il te répond carrément plus, il te dit: «Tu peux plus avant plusieurs heures». Enfin voilà, c'est un peu toujours embêtant. Tu te sens vraiment à ce moment-là, limité, quoi. Donc tu dois te dire: «Bon allez, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave». Mais si tu remarques que c'est vraiment récurrent, là tu vas peut-être te dire: «Bon allez, c'est bon, je prends un abonnement et tant pis, quoi». En IA, toutes les techniques sont complémentaires. Il faut donc privilégier les profils transverses. Un data scientist devrait dans l'absolu connaître toutes les formes de l'IA afin de pouvoir proposer la solution la plus efficace et proposer le meilleur ROI pour chaque cas d'usage. Les équipes de développement doivent également savoir se parler. Alors en plus des data scientists et de data engineers, il ne faut pas oublier de recruter un ou plusieurs, on pourrait dire des prompt engineers, mais je dirais même de manière plus générique, de generative AI engineer. C'est une nouvelle spécialisation qui Oui, c'est déjà beaucoup plus technique là par contre, c'est vrai que ça personnellement me parle quand même moins parce que c'est vrai qu'au quotidien c'est pas ce que voilà des gens de manière générale de tous les jours vont commencer à réfléchir à ça. Maintenant c'est vrai que ce côté de prompt, je m'étais un peu renseigné, dans le domaine et c'est vrai que c'est il y a vraiment cette importance de savoir bien poser ta question. Encore une fois pour des choses très techniques quand même, enfin un minimum en tout cas, ou si tu veux pas que le l'IA parte dans tous les sens, te fasse un truc trop générique, trop simpliste, bah, il faut arriver vraiment à l'encadrer en fait, te dire: «Non écoute, moi j'ai besoin que tu me donnes un résultat sur base de quelque chose de carré, de te dire, c'est pour tel, sujet, j'ai telle problématique, ça concerne tel profil de personne. Il faut que ce soit quelque chose de simple, quelque chose de technique, quelque chose avec, pas de jargon ou alors justement du jargon, peut-être un vocabulaire soutenu, ce genre de choses et vraiment lui dire: «Il faut que ce soit ainsi, ainsi, ainsi» et qu'il ait en fait plusieurs points de repère pour qu'il puisse te donner la réponse la plus précise possible, en fait, et que tu te retrouves pas avec quelque chose de tout bête, de plat, en fait, hein, et que ce soit vraiment adapté à ce que tu as besoin, en faire un peu une sorte de réponse, de solution, heu,
enfin voilà, un peu clé en main quoi, hein. Vraiment te dire: «Bah voilà, c'est vraiment comme tu l'as voulu, comme si tu voulais construire ta maison et que tu disais: "Ah bah, il me faut, telle pièce de telle longueur, là, tel endroit, ça, il me faut tel truc", avec l'architecte et tout ça». Bah, voilà, c'est un peu être un architecte en fait du de l'IA. Quand tu regardes ça, il faut vraiment arriver à te dire: «Je vais poser mon prompt, ma question et il faut qu'elle soit vraiment précise pour qu'il t'apporte un résultat précis». Qui est apparu vraiment avec l'IA générative. Ce sont des experts à la fois de l'utilisation de l'IA générative, des modèles d'IA générative, des données massives qui peuvent être utilisées et enfin, et surtout, des métiers de l'entreprise. Donc voilà, si vous êtes intéressé, de débattre dans les commentaires, n'hésitez pas à apporter un peu votre pierre à l'édifice, voir un peu, ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous y connaissez un peu, de vous dire si ça vous paraît, clair, comment ça a été expliqué. Est-ce qu'il y a des informations où vous dites: «Oui, ils n'ont pas été assez complets» ou d'apporter d'autres infos complémentaires, qu'on puisse avoir encore une meilleure idée de la différence entre les 2. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, si, d'en discuter dans un live pourrait vous intéresser. C'est vrai que ça pourrait être sympa, le sujet est très, très vaste, donc pourquoi pas. Allez, salut!